Bon, c'est un petit avertissement sans frais pour l'instant que Fitch, l'agence de notation américaine Fitch, a lancé, c'était vendredi soir à la France, Fitch qui maintient la note de crédit de la dette française, mais qui ajoute une perspective négative pour être précis. Bonjour Nicolas. Bonjour David. Nicolas Gottsman, chef économiste de la financière de la Cité. C'est un petit avertissement sans frais de plus pour Michel Barnier. En même temps, certains disent que les agences de notation, ça réagit toujours après coup et que tout ce qu'elles nous disent est déjà largement pris en compte par les marchés. Oui, c'est plutôt, on va dire... Ils viennent confirmer ce que tout le monde sait déjà. Voilà, ils viennent confirmer les positions de marché depuis ces derniers mois, notamment depuis ce qui s'est passé depuis l'élection, depuis le mois de juillet, depuis les européennes et depuis les dissolutions, avec d'ailleurs dans les commentaires qui ont été livrés par Fitch, vraiment on va dire un accent qui a été mis sur les problématiques de l'instabilité politique en France, et éventuellement la possibilité de voir ce budget refusé par l'Assemblée. Et donc c'est ce risque-là surtout qui est sanctionné, et d'avoir une situation politique qui est quand même un petit peu inconfortable pour pouvoir passer ce type de budget. Ouais. Après, on se dit double à moins, c'est l'équivalent d'un 17 sur 20, on se dit que c'est bien 17 sur 20, sauf qu'en fait la vraie note de la France, c'est pas 17 sur 20, quoi. C'est pas si mal en fait. Je pense qu'il y a quand même une problématique de communication qui est assez récurrente en France. En fait, déjà tout le monde parle toujours du côté du passif, du niveau du déficit, du niveau de la dette, et en fait on oublie quand même ce qui me semble être le plus important, c'est-à-dire l'actif, c'est-à-dire le niveau de croissance. Et ça, en fait, quand on compare souvent aussi la France avec les entreprises, mais jamais une entreprise n'ira se présenter devant le marché sans avoir de stratégie de croissance. Or, quand on regarde ce qui se passe au niveau politique, on a rarement ce type de discussion. On se concentre toujours sur le déficit et la dette, et pas sur la croissance. Or, si on veut arriver à faire vraiment baisser le niveau des déficits et la dette, l'arme numéro 1, et il n'y a aucune espèce de contestation par rapport à ça, c'est vraiment la croissance. Ouais, sauf en redressant les comptes, mécaniquement, on plombe un peu la croissance. Ah bah oui, complètement, oui. Donc oui, sauf que c'est insoluble comme histoire. C'est d'autant plus insoluble que vous êtes la France a la macroéconomie. La macroéconomie, il y a deux leviers qui peuvent permettre de générer de la croissance. Vous avez l'arme monétaire et vous avez l'arme budgétaire. L'arme budgétaire, évidemment, aujourd'hui, on peut dire qu'il n'y a plus. Et de l'autre côté, au niveau macroéconomique, on a aussi l'arme monétaire, mais là, on a des taux à 3,5% en Europe aujourd'hui. En France, l'inflation est à 1,2 sur le CPI et 1,5 sur le HICP. Donc on est déjà très en dessous de 2. On a une politique monétaire qui est déjà très restrictive, et donc on a le premier bras monétaire est très restrictif et l'arme budgétaire va être également restrictif. Et le bras monétaire va l'être de moins en moins. Il va l'être de moins en moins, mais il l'est encore aujourd'hui terriblement. Et quand on regarde la situation depuis 2 ans, notamment l'effondrement, la baisse de la croissance et même la stagnation totale de la croissance du secteur privé en France, elle est véritablement la conséquence de la politique monétaire de la BCE. Donc on va dire que l'aggravation des comptes n'est pas non plus une surprise. C'est quasiment même je ne dirais pas que c'est l'objectif, mais c'est le résultat mécanique de ce qui est aujourd'hui appliqué par la BCE. J'entends Nicolas. Ma question, c'est pourquoi cette mansuétude, encore une fois, cette entre guillemets bienveillance des investisseurs? Parce que je me dis, pour un investisseur qui est étranger, international, qui voit des comptes publics, il pourrait se dire, mais qu'est-ce qui se passe en France? Là, il devait faire 4,4% de déficit en 2024, ils vont faire 6,1. Il y a un écart de 1,7 points, mais c'est colossal. Est-ce qu'on peut se dire, voilà, mais c'est quoi ce pays où les comptes publics sont hors de contrôle? Alors, on peut se dire ça. Ensuite, on prend un peu de recul et on se rend compte quand même que la France est un grand pays. Si je regardais les Français, les entreprises françaises et l'État, et vous prenez l'intégralité des actifs et vous enlevez tous les passifs, c'est-à-dire vous enlevez toutes les dettes de tout le monde, à la fin, il vous reste quand même un actif net en France de 20 000 milliards d'euros. C'est-à-dire vous avez déjà enlevé toutes les dettes. C'est-à-dire que vous n'avez pas de risque non plus à terme. Donc là, vous mettez aussi les actifs privés. Oui, bien sûr, mais tout y est. On ne va pas les servir dans la poche ni les entreprises. Non, mais ça vous dire que le niveau de richesse du pays permet confortablement d'avoir une situation où vous êtes rassure. Je pense que oui, c'est rassurant. C'est comme aux États-Unis, vous avez une situation qui est quand même très favorable. Malgré les 7% de déficit public. Malgré les 7% de déficit. Et encore les États-Unis, c'est encore une autre situation parce qu'eux, ils arrivent à générer une croissance tellement forte qu'en fait que personne n'a de problème par rapport à ça. Et donc si en France, on avait également une croissance un peu plus forte, je pense que le niveau de tension serait bon. Je prolonge le trait de ce que vous me racontez. Oui. On ne fait rien, on laisse nos déficits comme ça et puis on est à 7% l'année prochaine. Non. On génère plus de croissance qu'en faisant des efforts, puisqu'avec les efforts, évidemment, la croissance va être réduite de moitié à zéro, je ne sais pas. Si vous prenez les exemples dans le passé où des pays ont vraiment réussi. Non, mais on laisse la trajectoire. Vous pouvez laisser la trajectoire. Non, mais si vous voulez vraiment réduire les déficits et baisser votre niveau de dette, vous avez les exemples effectivement qui sont régulièrement cités, le Canada, la Suède, les années 90. Et en fait, à ce moment-là, ils ont réduit, eux, leurs dépenses
donc le bras budgétaire est restrictif, et de l'autre côté, vous avez le bras monétaire qui était par contre expansionniste. Et donc si vous avez quelque chose qui est comme ça, et c'est un peu ce qui s'est passé aussi à la zone euro, dans la zone euro, on va dire entre 2015 et 2020, vous aviez Draghi aux commandes avec une politique monétaire qui était plus souple, et qui permettait... L'inflation, on a une question, oui, mais la peur c'était la déflation. Ils ont fait le QE, et on a vu une accélération de la croissance nominale qui s'est mise en place en zone euro à ce moment-là, et qui a permis d'avoir une amélioration de la situation pour les pays qui faisaient des efforts. Et si vous faites ce mix-là, vous avez des résultats qui sont quasiment garantis. Mais aujourd'hui, encore une fois, si vous faites de la restriction au niveau budgétaire et en même temps au niveau monétaire, le résultat, on y est là. On y est. C'est exactement ce qu'on arrive. Et donc, on ne peut pas non plus s'imaginer qu'on va avoir une croissance délirante l'année prochaine. Et donc, l'amélioration qu'on peut attendre, parce qu'on parle toujours de dette par rapport au PIB, si vous avez le PIB qui ne grandit pas, eh ben, ça risque de compliquer d'avoir une amélioration de la situation. Et donc, à partir de quel moment est-ce qu'il faut attendre? Qu'est-ce qu'il faut attendre? Un nouveau dérapage par rapport à la prévision du nouveau gouvernement en termes de déficit? Qu'est-ce qu'il faut attendre quoi de Moody's qui va encore rendre son verdict fin octobre, S&P en novembre? Qu'est-ce qui fait que les marchés pourraient avoir peur? Encore une fois, pour l'instant, c'est vrai qu'il y a un décalage entre cette peur qu'on a, on dit effectivement les comptes sont hors de contrôle, et le financement de la France sur les marchés qui se fait autour de 3%, donc un taux qui est, ma foi, très raisonnable. Qui est encore 50 points de base inférieur à ce qu'il était il y a encore un an. C'est vrai, ça. On va dire, donc la situation n'est pas si dramatique que ça, vraiment pas. Et évidemment, quand on compare à d'autres pays, on peut se dire qu'il y a un problème. Mais d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'on a parlé pas mal de la situation de l'Espagne aujourd'hui, qui a des taux qui sont comparables à ceux, plus bas que ceux de la France. Portugal, plus bas. Portugal, plus bas, mais on regarde. La Grèce, sur 5 ans, au même niveau. Et quand on regarde le plan NGEU, qui était le plan d'investissement en Europe, en fait, les pays qui vont bien aujourd'hui en euro, c'est ça, qui sont le grand plan, qui a été mis en place pendant la période Covid, qui permettait d'investir dans les pays européens. Les pays qui accumulent, on va dire, la plus grande part et largement de ces investissements-là sont l'Italie, l'Espagne, le Portugal, la Grèce, par exemple. C'est les pays qui ont le plus souffert de la décennie précédente. Or, ces pays-là, aujourd'hui, ont une croissance. C'est les seuls pays en zone euro qui, aujourd'hui, observent une croissance, justement parce qu'ils ont été financés de ce côté-là. Donc, tout ce qu'on peut espérer, éventuellement, c'est notamment ce qui a été évoqué par le rapport Draghi, c'est-à-dire que oui, peut-être qu'on aurait de la restriction budgétaire au niveau national en France, par exemple, mais si jamais les autorités, notamment en Europe, arrivent à se mettre d'accord pour pouvoir faire une relance au niveau européen, là, on pourrait avoir quelque chose qui soit à peu près présentable, mais évidemment, dans tous les cas, il faudra absolument que la BCE puisse arrêter l'emprise qu'elle peut avoir aujourd'hui sur le niveau d'activité de la zone euro qui est dramatique. Vous n'avez pas l'air angoissé, et vous avez sûrement raison, mais c'est vrai qu'il se dit que les investisseurs japonais, qui sont très friands de la dette française, ont commencé un petit peu à se retirer. Qu'est-ce qui se passe le jour où on n'est plus double A, on devient simple A, même si aujourd'hui on emprunte comme un simple A quasiment aujourd'hui. Oui, la situation européenne, elle est quand même assez spécifique aussi. C'est qu'il n'y a pas d'accident possible pour vous sur la dette française? Je vois pas. Il y a une demande gigantesque de demande de dette. Il y a une épargne. 2,50 € de demande des investisseurs pour 1 € de dette française la demande est toujours beaucoup plus forte que l'offre. C'est même une question théorique qui a été posée, c'est qu'en fait le marché considère que les taux étaient tellement bas depuis très longtemps. En fait, c'était simplement le stigmate, une situation où il y avait beaucoup plus de demandes pour de la dette qu'il n'y avait d'offres. Et en fait, il n'y avait pas suffisamment de dette sur le marché mondial pour pouvoir satisfaire la demande qu'il y avait de ce côté-là. Alors, la question du Japon est intéressante, effectivement, parce que les Japonais... ce sont les plus gros acheteurs de dettes étrangères au monde. Ils ont un besoin gigantesque parce que, justement, les taux japonais étaient à zéro. Ils sont à zéro. Voilà. Ils le sont de moins en moins, manifestement. Ils le sont de moins en moins. Pour l'instant, ils vont plutôt rester à ce niveau-là. Et la dette française reste toujours quand même un actif qui est intéressant pour eux, comme la dette américaine. Ça sera sans doute un peu moins que par le passé, mais là, il n'y a pas trop de problème. Et surtout, quand on regarde l'offre de dette au niveau de la zone euro, l'Allemagne n'émet quasiment pas, donc c'est très peu. Donc il n'y aura pas de tension pour vous sur la dette française. On est au pire du climax, on est au pire du... Alors, s'il y avait, je pense, un refus de l'Assemblée nationale, ou s'il y avait encore une dégradation de la situation politique en France, évidemment, ça ne fera pas du bien, et ça peut vraiment être un problème. Ça, je pense que c'est le cas. Par contre, au niveau financier pur, je ne pense pas qu'il y ait vraiment d'accident possible. C'est vraiment... à mon avis, plutôt. Mais si on laissait dériver les comptes à 7%, s'il n'y avait pas de mesures correctrices, à la fois sur les hausses d'impôts, des taxes, les économies, pas beaucoup, sur la dépense, si on laissait dériver les comptes en 2025 à 7%, les investisseurs, ils ne bougent pas? Alors, ils ne bronchent pas? Tout dépend, à mon avis. Alors, si vous avez une dérive de ce côté-là, soit vous avez une BCE qui commence à devenir beaucoup plus accommodante et qui revient dans quelque chose qui... Voilà. Si on retrouve une stratégie de croissance, à mon avis, il n'y aura aucun problème de ce côté-là. Si par contre on continue comme ça, mais sans aucune stratégie de croissance au niveau européen, là on a vraiment un risque que ça. Mais encore une fois, le principal, c'est la croissance. La question des déficits est un second point. Allez, merci beaucoup. Point de vue signé Nicolas Gautzmann, chef économiste de la Financière de la Cité. Merci. Merci.